Sur cette question du coût de la transition énergétique et de son lien justement avec le modèle de croissance, bien sûr, Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, bon, l'énergie, bien sûr, c'est une dépense, c'est un bien essentiel pour la croissance, pour la vie, tout simplement. Est-ce qu'il y a un modèle d'organisation pour le marché de l'énergie qui permette à la fois de rendre ces biens essentiels plus accessibles, de garantir aussi l'investissement ô combien nécessaire des industriels, tout en préservant la souveraineté énergétique du pays. Je mesure bien que c'est la question, c'est une large question qui vaut cher, mais rien ne vous est impossible. On vous écoute. Non, je voudrais effectivement partager avec vous quelques convictions, en fait, 4 convictions. La première, c'est que la transition énergétique, aujourd'hui, elle est en marche. C'est une réalité concrète. 3 chiffres qui l'illustrent. Nous avons, en 2023, 44% de l'électricité produite en Europe l'a été à partir de sources renouvelables, hydrauliques, éolien, solaire. Ceux qui pensent que les éoliennes sont là pour faire joli ou pas joli dans nos paysages se trompent complètement. C'est une réalité. On sera à plus de 50% en 2024. Deuxième chiffre, on aurait dû le célébrer, on ne l'a pas fait. 5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France en 2023. On a dit c'est des conditions exceptionnelles. Premier trimestre 2024, on est un petit peu au-delà de ce chiffre. Donc oui, un pays comme la France s'est engagé dans une trajectoire de réduction de ses émissions de CO2. Dernier chiffre qui nous éloigne un petit peu de nos territoires. L'an dernier, 500 gigawatts de capacité renouvelable nouvelle connectée dans le monde. Et tenez-vous bien, 60% en Chine. La Chine décarbone son économie à grande vitesse. Engie prend sa part à ces projets. Nous investissons aujourd'hui 5, 6, 7 milliards d'euros chaque année. Ça fait beaucoup pour moi qui étais industriel dans d'autres secteurs, dans d'autres parties de ma carrière. Nous les investissons pour développer ces solutions renouvelables et ces systèmes. Donc c'est une réalité. Deuxième message, ça a des effets positifs. Et je sais que j'ai du mal probablement à vous en convaincre. Ça a des effets positifs parce que nous acquérons ainsi notre indépendance. L'Europe n'a pas de source d'énergie fossile sur son territoire. En revanche, l'énergie bas carbone, quelle qu'elle soit, elle nous donne accès à une forme d'indépendance énergétique. C'est à terme une énergie plus compétitive. C'est là le point délicat, parce que quand vous recevez vos factures d'électricité, vous ne le percevez pas, mais nos projections à la fin de cette décennie montrent qu'effectivement, en ce qui concerne les électrons verts, les molécules vertes, nous verrons des baisses de prix liées aux investissements que nous réalisons aujourd'hui. Parce que cette énergie renouvelable, il y a des jours où elle est tellement présente qu'on voit les prix de l'électricité chuter brutalement. Et puis, c'est l'occasion de construire des chaînes d'approvisionnement européennes qui reposent sur l'industrie européenne. Alors on ne peut pas tout défendre. Je suis de ceux qui pensent que pour les panneaux solaires, la bataille est sans doute perdue. Sur les éoliennes, sur le nucléaire, sur les batteries, il y a des opportunités d'investissement importantes liées à la transition énergétique. En France, aujourd'hui, 170 000 emplois liés à cette transition énergétique. Le troisième message, c'est qu'il faut bien sûr quelques ajustements pour qu'on puisse continuer ce parcours. Et c'est là où on revient aux questions d'organisation des marchés. Il faut des règles du jeu stables. Il faut surtout, message pour nos amis parlementaires européens récemment élus, il faut des règles plus simples, plus pragmatiques. On a été très loin dans la sophistication. On a défini ce qu'était de l'hydrogène vert en Europe avec un tel degré d'intelligence qu'on n'arrive pas à en produire. Donc il faut qu'on soit simple et il faut qu'on arrive à avancer. Il faut qu'on soit très attentif aux coûts. Très attentif, on ne l'est pas assez. Il y a des solutions de transition coûteuses, il y a des solutions qui le sont moins. Il faut que nos décideurs soient attentifs à la capacité pour les entreprises et les particuliers d'avoir accès concrètement à cette transition. Et ça, c'est le défi de la prochaine commission, c'est d'être attentif à ces aspects. Et puis, il y a des angles morts, vous les évoquiez tout à l'heure, qui nécessitent des investissements privés, si le cadre est clair, ou public. C'est des investissements en infrastructure pour permettre d'amener cette électricité renouvelable des points de production vers les points de consommation, pour créer les systèmes de stockage qui font que l'électricité à prix négatif du dimanche, on soit capable de l'utiliser à un prix raisonnable le lundi. Et donc ça, c'est les enjeux des prochains mois. Et puis un quatrième point, François, si vous le permettez, que j'aurais sans doute pas fait il y a quelques semaines, mais c'est que quand on regarde la situation d'aujourd'hui,
et qu'on le compare aux 3 points que je viens d'évoquer, qui disent que finalement tout va bien, non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est qu'on n'a pas réussi à entraîner nos concitoyens pour leur montrer que cette transition énergétique ou que cette transformation de l'économie, elle est accessible, elle est concrète, et en particulier en France, qui a une position plutôt favorable du fait de la présence de diverses catégories d'énergie verte, le nucléaire, le biométhane, aussi bien sûr le renouvelable. Nous n'avons pas réussi à convaincre nos concitoyens que c'est un projet qui les concerne. Et je pense que nous, dirigeants de grandes entreprises, on ne peut pas se dire c'est pas notre sujet, c'est celui des élus, c'est celui des autres. Nous sommes concernés. Ceux qui assistent à ces rencontres depuis quelques années ont vu des sujets comme la stratégie des groupes, la raison d'être, devenir un thème très important. Nous faisons tous ici des efforts pour engager nos salariés. Le Covid a été l'occasion d'actions de solidarité remarquables. Et pourtant, quand on regarde les résultats de dimanche dernier, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques, au bord du chemin, quelquefois au bord de la révolte. Et ça, je crois que ça nous amène à devoir nous poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on peut engager nos salariés? Comment on peut engager nos supply chains, nos fournisseurs, nos clients, pour employer des mots tout simples? Comment on peut engager les territoires sur lesquels on intervient? On n'a pas su très bien faire, on n'a peut-être même pas su bien faire. Je m'exprime bien sûr à titre personnel et pas spécifiquement au nom d'Engie sur ce sujet. Il faut qu'on quitte ces rencontres avec l'envie de faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur ces thèmes. Merci. Je voudrais qu'on poursuive. Je voudrais qu'on poursuive un instant sur la question des profits. Jean-Pierre, les super profits du monde de l'énergie font l'objet de convoitises à peu près mondiales d'ailleurs. Je vois que le nouveau gouvernement britannique, c'est l'un des points où il souhaite augmenter les impôts. Dans le débat politique français, je n'ai pas besoin de rappeler les éléments récents qui font que ça a été un point de focalisation. Mais comment est-ce qu'on peut vendre la transition énergétique pour tous tout en faisant des super profits? Bon, quand même pas évident en termes d'acceptabilité. Et pour poursuivre la réflexion ouverte par Philippe, est-ce qu'il y a une possibilité de stopper, et si oui, comment, cette course au profit qui non seulement, disons, qui est un ferment de déstabilisation sociale, mais qui compromet l'acceptabilité de la transition? Alors, il y a une réponse simple, c'est que ces profits, il faut les réinvestir. Je disais tout à l'heure qu'Engie investit chaque année 6 ou 7 milliards dans la transition énergétique, et puis comme il faut maintenir un certain nombre d'autres installations, on doit investir au total 8 ou 9 milliards d'euros. Et effectivement, ceci est possible parce que le groupe génère des profits, parce que nos activités sont rentables. Et dans la relation avec nos actionnaires, je vais revenir sur Oui, parce que c'est la question des actionnaires qui est évoquée par Philippe. C'est pas celle des investissements, sur lesquels il n'y a pas tellement de débat. Mais sur les actionnaires, il ne faut pas imaginer que la relation entre une entreprise et ses actionnaires, c'est l'actionnaire nous téléphone pour dire on veut plus de profit, on veut plus de profit. Un conseil d'administration et un management ont la responsabilité de proposer une stratégie. Et dans cette stratégie, il y a bien sûr la manière dont on va rémunérer ceux qui nous apportent les capitaux nécessaires à sa réalisation. Et puis après, les actionnaires viennent ou viennent pas. Et ça se traduit effectivement par une valorisation qui peut être plus ou moins bonne. Mais la responsabilité, elle est vraiment d'abord à nous. Et le dialogue avec les actionnaires, moi je le trouve de plus en plus riche. Oui, on parle des profits trimestriels, mais on parle aussi des trajectoires de réduction d'émissions de CO2. Ils cherchent aujourd'hui, nos actionnaires, les grands investisseurs, ils cherchent à valoriser les émissions de CO2 de leur portefeuille. Donc c'est aussi un thème de débat. Et donc effectivement, quand on s'appelle Total ou quand on s'appelle Engie, on propose quelque chose de différent à nos actionnaires et on n'attire pas les mêmes. Mais on est en concurrence avec d'autres, bien sûr, qui eux servent mieux leurs actionnaires. Mais simplement, donc on est quand même obligé de passer à la caisse, si je puis dire. On propose des choses différentes et on attire des actionnaires différents. Mais aujourd'hui, Engie, on peut sûrement regretter comme d'autres, on se dit notre cours de bourse pourrait être un peu plus élevé, mais on apporte une proposition qui nous permet d'attirer des investisseurs. Et je crois que c'est vraiment notre responsabilité, conseil et management, de construire cette proposition.
On a une politique de dividende chez Engie, on considère qu'elle est raisonnable, elle pourrait être plus généreuse, ça attirerait peut-être un peu plus d'actionnaires, le cours de bourse remonterait, elle pourrait l'être moins, ça attirerait moins. Donc à nous de trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, il y a une variété d'investisseurs devant nous qui est suffisamment grande pour qu'on puisse trouver ceux pour lesquels notre projet résonne. Et puis un deuxième point, Philippe, qui me paraît important, le partage du pouvoir. Dans un conseil d'administration comme Engie, nous avons 14 administrateurs, 4 représentants des salariés. Donc c'est une réalité. Alors, ça pourrait évoluer un peu. On a quelquefois des sujets de formation. Comment est-ce qu'on arrive à générer ces administrateurs représentant les salariés? Mais ce dialogue au sein d'un conseil d'administration, et je vois quelques administrateurs d'Engie qui sourient dans la salle, mais ce dialogue au sein d'un conseil d'administration entre des administrateurs qui ont des angles de vue différents, il est riche. Et il permet d'aboutir à des décisions qu'on espère le plus équilibrées possible. Oui, bonjour, je m'appelle Anne Dubelois. J'ai une question en lien avec la production d'énergie et notamment les propositions d'énergie telles que la géothermie et autres. Est-ce que c'est à l'échelle du problème? Est-ce que c'est à l'échelle par rapport aux besoins croissants d'énergie mondiale? Et je m'interroge du peu d'investissements proposés dans le projet ITER par rapport aux 200 milliards qui sont investis tous les ans dans le monde sur les énergies fossiles. Merci madame. D'un instant, on a besoin d'utiliser toutes les sources d'énergie renouvelable. La géothermie en est une. C'est tout à fait vrai. Dans certaines régions comme la région parisienne, le potentiel est très important. Donc il n'y a pas de petite sources qu'il faudrait ignorer. On doit mobiliser toutes les sources. Et sur ITER, vous avez raison, la fusion, c'est sans doute la rupture technologique qui changerait la donne, mais 2050, 2060. Donc oui, il faut continuer à investir sur ITER. On investit beaucoup, c'est un énorme investissement, mais le retour ne nous aidera pas à régler les problèmes de la prochaine décennie.